Allô, moi c'est Laurence. Moi, c'est Vicky. On est deux diplômés en anthropologie de l'Université Laval. Puis si tu te demandes ce que ça fait un anthropologue, viens-t'en qu'on en jase entre potes. Si vous aviez à deviner qu'est-ce que ça fait un anthropologue, qu'est-ce que vous diriez? Oh, aïe, aïe. Je sais pas c'est quoi un anthropologue. Eh boy. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée pour le présenter. Étudie les anciennes sociétés. Ça observe les oiseaux. Tu vois quelque chose avec le bois ou... Quelqu'un qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat. Une version ancienne de l'archéologie. Non, vraiment, là, non. Un anthropologue, mais ça étudie l'anthropologie. Maman, c'est quoi l'anthropologie? Tu veux que je réponde à qu'est-ce que ça fait? C'est quelqu'un qui étudie l'être humain. Ça étudie les mœurs, les gens. C'est comment qu'ils sont, comment qu'on est, comment que ça marche, comment que ça a été. C'est un découvreur de racines des nations et des peuples. Je suis très respectueux des anthropologues. Bienvenue à un autre épisode d'Entre Potes, le balado qui démystifie l'expérience concrète de l'anthropologie francophone canadienne vécue et racontée par des anthropologues de tous les horizons pour le grand public. Allô, Vicky! Allô! Bienvenue tout le monde! Hey, comment ça va, Laurence? Ça va vraiment bien, pis toi? Hey, je suis assez énervée parce que là, on reçoit quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un que j'ai rencontré lors de mes débuts en anthropologie au bac ici à l'Université Laval. Alors, sans plus attendre, je vous présente notre super invitée, Flore Bibeau. Donc, comment ça va? Ben, ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation, les filles. J'avoue que je suis très fébrile ce matin. Ouh! On a bien hâte de jaser avec toi. Yeah. Donc, Flore, effectivement, on s'est rencontrés au bac parce que tu as fait ton bac en anthropologie ici à l'Université Laval et tu l'as terminé en 2016. Ensuite, toi, tu t'es directement lancé sur le marché du travail. Donc, tu es un très bon exemple qu'on n'a pas nécessairement besoin de se rendre à la maîtrise pour se trouver un emploi. Tu as été notamment animatrice intervenante dans une maison des jeunes, responsable de l'animation au Centre des loisirs Saint-Sacrement. Et tu as aussi agi comme photographe et agente de presse là, à contrat pour des artistes indépendantes. Et tu as finalement décidé de parfaire ta formation avec un certificat en journalisme en 2018 pour ensuite œuvrer dans le domaine de l'événementiel et des communications. Tu as d'ailleurs piloté avec brio l'émission Tout s'explique à CKIA et tu as été aussi engagée comme conseillère en communication pour le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec pendant 2 ans avant d'atterrir finalement à ton poste actuel, prof d'anthropo au cégep de Garneau. Yeah! Oui, ça fait un long CV quand même, hein? Bien, pour vrai, ça montre que les anthropologues, on est un peu partout. Tu sais, on n'est pas tout le temps dans la recherche ou l'enseignement, même si tu y es atterri finalement. Là, ça montre qu'on est, ma foi, doté d'une polyvalence incroyable. Tout à fait. Cet aspect aussi multidisciplinaire de l'anthropologie, ben, je trouve que c'est le fun d'aller le toucher dans d'autres domaines, que ce soit des passions personnelles ou justement au niveau professionnel. Ben oui, effectivement. Ça sert d'excellente base, là, surtout pour tout ce qui est communication, je pense bien. Oui, tout à fait. Flore, the question, c'est quoi la chose la plus funky qu'on t'a jamais dit sur l'anthropologie, les anthropologues? Beaucoup de choses, mais une qui m'a particulièrement frappée, c'est est-ce que tu étudies la science des entrepôts? Genre, est-ce que je suis spécialisée des tablettes et des échafaudages? Ça, j'avoue que c'était quand même très funky. Tu sais, c'était comme très direct, mais aussi quand même classique là, qu'on déterre des ossements de dinosaures. Puis c'est ça, d'avoir eu une bonne conversation avec quelqu'un qui me mansplainait, entre guillemets, ce qu'était l'anthropologie lors d'une marche. Voilà. C'est nos préfs, hein, ceux qui connaissent plus que nous ce qu'est l'anthropologie. Tout à fait. Du culot tout le tour de la tête, oui, j'ai envie c'est de ça. dire. Un monologue de son côté, un bon 2 minutes, tu sais. Ah ouais, c'est vraiment fascinant, tu sais, d'aller voir un peu les différentes aires sur notre planète Terre. Puis, OK, ouais, c'est pas du tout ça. L'anthropologie. Il y a quand même aussi des stéréotypes qui sont vrais, là. Tu sais, il y en a un qui c'est...
bon, qu'on se promène en pied de bas. Oui. Puis là, chers auditeuristes, on doit vous faire une confession. Très souvent, dans le studio, quand on fait nos enregistrements, on est effectivement en pied de bas. Ça fait partie de notre petit rituel. On arrive, on enlève nos chaussures. Tout à fait. Je sais pas si c'est l'effet du deconingue, par exemple, aussi, là, de se mettre en pied de bas, d'être de retour ici. Donc, pavillon Deconingue, pour les non-initiés de l'Université Laval, c'est le pavillon phare des sciences sociales. Tout à fait. Ouais. Vraiment. Ben écoute, Flore, bon, c'est clairement pas... On déterre pas des ossements de dinosaures. Non. On se promène en pied de bas. On se promène en pied de bas, par contre. Oui. Mais comment tu résumerais l'anthropologie très succinctement là, à une personne qui est pas nécessairement familière avec la discipline? De façon plus générale, je dirais que c'est l'étude de la complexité humaine, mais davantage la variabilité chez les êtres humains. La variabilité biologique, plus l'anthropologie biologique, la paléoanthropologie, qui se rapproche plus des ossements de dinosaures, et la variabilité culturelle. Donc, que ce soit partout dans le monde ou à travers le temps. Donc, c'est de voir qu'est-ce qui est universel et qu'est-ce qui est particulier aussi chez l'être humain. Ah, j'aime ça. Ta définition inclut pas juste le sous-champ de l'anthropologie sociale et culturelle, mais d'autres sous-champs également. Ouais, voilà, intéressant. Puis là, toi, ta première expérience de terrain, mettons, tu l'as vécu directement sur le marché du travail. Oui. C'est sûr que j'avais aussi fait un stage là, dans ma formation pratique à l'Université Laval. J'avais fait un stage en enseignement collégial, mais ça a vraiment été un peu ce choc-là, quand j'ai fini mon baccalauréat, d'essayer de me trouver une job au final. Puis d'envoyer des CV partout, jamais avoir de réponse, devoir aller au service de placement de l'Université Laval, retravailler mon CV. Donc ça a été vraiment quand même difficile de re-questionner un peu tous mes choix de vie aussi. Puis j'avais pas envie d'aller faire ma maîtrise tout de suite. Moi, je voulais aller sur le terrain, mais le terrain comme pratique de la vie puis du marché du travail. Fait que je me suis comme un peu tournée plus vers le travail autonome. J'ai commencé à faire justement des contrats en photo, en communication à ce moment-là. Puis j'étais aussi animatrice intervenante en maison des jeunes à ce moment-là, quand j'avais fini mon bac. Fait que j'ai continué là-dedans. Puis je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de parallèles à faire avec la formation de l'anthropologie, puis le milieu communautaire, puis le milieu de l'intervention aussi. Fait que j'essayais d'aller vers ce genre d'emploi-là dans ma recherche, vers des organismes, vers des milieux. Puis j'étais pas capable. J'étais pas capable de me trouver un travail. Fait que c'est en explorant différents trucs que j'ai décidé d'aller en journalisme là, après 1 an et demi à au final avoir vraiment de la difficulté à me trouver une place un petit peu. Ben oui, mais justement, tu sais, ce qui est vraiment intéressant, puis c'est, tu sais, si vous écoutez nos épisodes depuis un petit bout, vous allez vous rendre compte que c'est récurrent comme thématique, mais le fait que l'anthropologie est méconnue, ça affecte pas juste les gens qui étudient en anthropologie, mais ça influence aussi la perception des employeurs potentiels. Tu sais, vu qu'ils savent pas exactement c'est quoi un anthropologue, c'est quoi notre formation, mais ils sont moins portés à avoir en tête déjà nos compétences. C'est pour ça que des fois, ça peut être un petit jeu de casse-tête, là, parce que justement, ben c'est plutôt rare. Il y en a que c'est ça qu'ils font, mais à partir du moment où on sort de la recherche, c'est plutôt rare que notre emploi va être anthropologue, ça va être d'autres choses. Fait que c'est comme une espèce de gymnastique. Faut comme modifier comment on se présente puis comment on se vend pour mettre de l'avant les compétences qu'on développe en anthropologie, mais qui sont peut-être pas comme naturelles ou spontanément dans la tête des employeurs potentiels, tu sais. Puis des fois, il faut changer le vocabulaire qu'on utilise aussi pour décrire ces compétences-là, parce que souvent, c'est des compétences hyper polyvalentes. Mais que, bon, si je dis je suis spécialiste en analyse qualitative, OK, mais encore, tu sais. Ou en rédaction, parce qu'on a fait des essais de 20-30 pages pendant notre baccalauréat, là. Ouais, oui.
Ben oui, parce que... Mais encore. Mais ça. encore, exactement. Fait que c'est comme une compétence de plus d'apprendre à se vendre, je pense, qu'il faut trouver. Là. C'est sûr qu'il y a une part aussi qu'on essaye, nous, avec Anthropote, d'essayer de faire connaître davantage l'anthropologie, les compétences des anthropologues pour, peut-être éventuellement ouvrir d'autres possibilités, là. Ben oui, c'est ça, effectivement. Puis je pense que ça passe beaucoup par le partage puis la vulgarisation de la discipline, là. D'ailleurs, toi, c'est quand même quelque chose qui t'habite beaucoup, de l'importance d'expliquer puis de faire connaître puis de passer par peut-être des canaux un peu plus créatifs. Tout à fait. Ben, ça a été notamment là, mon émission Tout s'explique, que j'ai commencé en 2017, donc peu de temps après que j'ai fini mon baccalauréat, pour concrétiser aussi, encore une fois, là, dans cette grande période de questionnement que j'avais à l'époque, concrétiser les savoirs de mon baccalauréat. Donc, cette émission-là de radio sur les ondes de CKIA, ça abordait la sexualité d'un point de vue socio- et anthropologique. Et en même temps, je m'amusais beaucoup parce que il y a plein d'émissions aussi qui étaient très, très subjectives, très ludiques, puis pas nécessairement appuyées par des faits scientifiques. Mais là-dedans, je pouvais passer de la musique aussi. Il y avait des chroniques, on lisait des nouvelles érotiques, puis après, on réfléchissait un peu avec un regard anthropologique à ces nouvelles-là. Donc, la radio, j'ai vraiment aimé ce médium-là. Et quand j'ai su qu'il y avait un podcast pour vulgariser l'anthropologie, j'étais comme « Wow, c'est vraiment beau » parce qu'il n'y avait pas vraiment, je trouve, de projet de la sorte. Fait que la parole, la radio, vraiment le fun. Et je fais également de la photo depuis quand même longtemps. Là, j'ai vraiment un trip photo argentique, un peu retour aux sources, mais j'ai également fait de la photo numérique. Oui, d'ailleurs, c'est toi qui as pris mes photos de finissante au bac. C'est vrai. C'est vrai. Donc, j'ai fait ça quelques années. J'ai jamais été aussi belle. Oh my God, je prends ça en note. Là, c'est peut-être le temps qui manque. Là. Avant, j'avais un petit peu plus le temps. Mais c'est ça, la photo, la vidéo aussi, je trouve que c'est vraiment des beaux médiums pour rendre l'anthropologie accessible, faire des parallèles aussi, par exemple, avec l'ethnographie, avec le terrain, avec les considérations éthiques aussi. On peut faire tous ces apprentissages-là par, je trouve, la photo. Bien, Flore, je me demandais comment l'anthropologie, justement, informe ta pratique, que ça soit plus, quand tu as fait des communications, du journalisme ou la photographie. Comment est-ce que l'anthropologie vient teinter ça? Je dirais que, puis je dois peut-être pas être la seule à avoir un peu cette vision-là de l'anthropologie, mais c'est des lunettes pour voir le monde, un regard critique qui t'habite constamment. Puis ça transforme vraiment un baccalauréat, là, juste le baccalauréat. Après la maîtrise, le doctorat, c'est vraiment des expériences hyper enrichissante et qui me fascine beaucoup, là. Je pense que c'est des grosses montagnes à grimper que ces diplômes-là, que ces parcours-là. Mais c'est ça, je dirais que c'est mon regard, c'est mon amour aussi pour l'humain, aller le comprendre, aller le questionner, être toujours un peu ouverte d'esprit aussi, puis me laisser surprendre par ce qui m'arrive. Donc, la photo, c'est un peu ça. Tu essaies de capter une micro-fraction de seconde d'un instant. Donc, ça, par exemple, dans la photo, ça m'habite beaucoup. Puis, au niveau de la communication, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de parallèles à faire avec l'anthropologie. Souvent, les anthropologues, on est un peu des médiateurs ou des médiatrices. On est des messagers, des messagères de certaines revendications, par exemple, de certains messages qui sont portés par les communautés avec lesquelles on veut aller collaborer ou est-ce qu'on veut faire des projets. Donc, je trouve que la communication, c'est ça aussi, c'est d'être ce messager, cette messagère-là. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de parallèles, c'est ça, à faire entre les deux disciplines.
Ben oui, puis justement, je saute sur l'occasion là, parce que tu parles de la photographie qui vient capturer un moment et tout ça. Puis il n'y a pas si longtemps, là, Laurence et moi, à des moments différents, on a eu l'occasion de suivre des petites formations sur le photo-voix. C'est le fait d'utiliser justement la photographie comme moyen de collecter des données ou de faire de la recherche, mais aussi comme moyen de collaborer avec les participantes, parce qu'on peut leur donner genre des appareils photo jetables, par exemple, puis leur dire, OK, ben selon cette thématique-là, allez capturer des clichés en fonction d'une thématique précise, puis ensuite, ben, on peut en discuter. T'sais, on peut comme analyser en groupe ces choses-là. Puis, c'est ça, c'est vraiment une stratégie pour éliciter des données puis des réflexions aussi, susciter des réflexions chez nos collaborateurs, collaboratrices par rapport à des enjeux qu'ils vivent, mais qui vivent tellement de près qu'ils n'ont pas nécessairement pensé ou élaboré une réflexion à ce sujet-là, tandis que là, de leur demander de se mettre en action, aller prendre des photos, puis réfléchir à pourquoi ils ont pris ces photos-là, qu'est-ce que ça signifie pour eux, puis tout ça. Là, moi, je l'avais fait sur le terrain, mais de manière un peu différente. Moi, je l'avais fait sous forme de journal des pratiques langagières au quotidien. Fait que les gens écrivaient, à toutes les fois qu'ils prenaient la parole, c'était avec qui, dans quel contexte, dans quelle langue. Donc, ça donnait comme une photo de toute leur interaction dans la journée. Puis après ça, justement, on faisait des rencontres là, individuelles en groupe pour voir, finalement, en regardant ces photos-là de leur pratique, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Puis c'est fou comment les gens voyaient ça et faisaient comme « je m'étais jamais rendu compte que ma journée, en parlant, ça pouvait ressembler à ça. » Il y a différentes façons de le faire, mais prendre des photos, ça peut être tellement un outil pertinent pour l'anthropologie collaborative, là. Ben oui, puis même juste sur le terrain, là, moi, j'ai pris quelques photos pendant mon terrain. Là, je documentais notamment les fresques là, dans la ville de Belfast. Il y a beaucoup de fresques à saveur politique, disons, ou de revendication. Mais, tu sais, j'aurais pu en prendre plus. Je regrette de ne pas avoir utilisé ça encore plus parce que, justement, c'est comme un moyen de capturer son terrain, un certain aspect de son terrain, puis de le ramener chez soi. Là. Donc, effectivement, je pense que l'anthropologie, une de ses grandes forces, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Fleur, mais c'est de justement être capable de travailler en collaboration avec plein d'autres disciplines, plein d'autres médiums, puis d'inter-influencer. Mettons, le journalisme, ça donne des outils, mais l'anthropologie sert aussi à informer le type de journalisme que tu fais, par exemple. Je donne ton exemple, là, mais ça peut être d'autres disciplines aussi. Là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, avec la photo, puis je fais un parallèle avec la vidéo, mais comment ça l'a influencé aussi l'ethnologie, l'ethnographie, le film, le cinéma, comment on s'est mis à faire d'autres formes de documentaires. Puis c'est un peu ça aussi avec la photo. Quand on fait de la photo ethnographique, on a une intention qui est différente aussi, une intention qui est justement teintée par notre pratique, par ces fameuses lunettes. Puis, c'est super intéressant aussi au niveau sonore, qu'est-ce qui est en train de se développer aussi en anthropologie, comment on peut aussi aller capter du son, pas juste ces fameuses entrevues qu'on réalise là, quand on fait de la recherche, mais des ambiances sonores. Ouais, des paysages sonores qu'on a commencé à dire. Là, c'est tellement immersif, ça peut tellement aller chercher un autre type de connaissance dans les émotions et tout ça. Là, moi, ça me fascine. Mais oui, puis tu sais, le visuel, c'est important pour plein de cultures à travers le monde. Fait que d'amener aussi là, les gens sur le terrain à utiliser la photo comme médium ou comme communication, au final, entre peut-être le chercheur puis la communauté. Je trouve que c'est super enrichissant. Puis je pense que c'est en ébullition aussi un peu là, d'utiliser ces médiums-là autrement. Puis ça, je pense que ça informe de plus en plus ton poste actuel Vraiment? de prof d'anthropologie au cégep. Là, moi, j'ai plein de questions. Parce que je veux dire, j'ai suivi un cours d'anthropologie au cégep. Moi, j'aimerais ça que tu nous parles de ton expérience. Comment ça a été quand tu as commencé? C'est fou. C'est fou. Dans le sens que
moi, j'ai commencé en 2022, donc j'ai été engagée fin du mois d'août. Puis j'ai commencé, ça faisait 2 semaines que la session était commencée. C'est comme un peu, on le jette dans le vide, let's go. Puis c'est très confrontant parce que justement, tu te dis, bon, j'ai mon expérience de moi quand j'étais au cégep, j'avais mon expérience aussi quand j'avais fait un stage, mais ça faisait déjà quand même plusieurs années. J'avais aussi la référence de l'université qui était pas très loin. C'est confrontant, au final, la réalité quand tu arrives au cégep. C'est de grands adolescents et de grandes adolescentes, parfois qu'on dit dans le milieu. Donc, il faut que tu viennes les intéresser rapidement à une discipline qui peut paraître très vague, très floue. Hein? Donc, comment je rends concret ce grand terme qu'est l'anthropologie pour des étudiants et des étudiantes au collégial. Donc, tu veux que ça soit dynamique, puis en même temps, tu as tout ce qui vient avec le métier, donc la correction. Il faut que tu montes tes cours. Souvent, au début, tu montes tes cours 15 minutes juste avant que ton cours commence. Tu finis ton PowerPoint très, très rapidement. Puis là, tu rentres en classe en te disant, mon Dieu, est-ce que je suis prête à donner un cours de 3 heures devant cette génération Z qui se cache pour être sur son téléphone pendant tout mon cours? Tu sais? Donc, tu sais, de façon générale, ça c'est le portrait. Ça fait que là, après, plein de défis. Hey, ça n'a pas rapport, là, mais j'ai une question à vous poser par rapport au téléphone. Est-ce que vous vous souvenez, tu sais, les téléphones qui slidaient sur le côté, qu'on cachait dans nos coffres à crayons pour texter? Fait que c'est ça, hein, on est passé par là, nous aussi, la jeunesse de texter pendant nos cours. Mais on n'avait pas accès à Internet nécessairement sur nos téléphones cellulaires. Fait qu'on textait nos amis qui étaient peut-être dans un autre cours, mais on n'était pas en train de scroller, c'est ça, sur TikTok ou Instagram pendant le cours ou de jouer à un jeu sur notre cellulaire. C'était pas la même game. Non. Mais c'est ça le gros défi maintenant, là, surtout, j'imagine, dans l'enseignement au cégep, parce que le cégep, moi, je trouve que le cégep, c'est comme la plus belle affaire qui existe, là, parce que c'est un moment de découverte. Puis de réflexion, puis d'éveil tellement incroyable. Tu sais, tu passes du secondaire où tu es un peu plus pris en charge, disons, puis où tu n'as pas vraiment le choix. Il faut que tu prennes les cours qu'il faut que tu prennes versus, OK, là, j'arrive, je choisis comme le domaine dans lequel je vais étudier et tout ça. Là. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, tu sors du secondaire. Tu sais, fait qu'il faut comme que les profs trouvent le moyen d'entrer en compétition avec toutes les autres affaires. Tu sais, là, on parle, mettons, effectivement des réseaux sociaux puis de la technologie et tout ça, mais il y a aussi comme tout ce qu'on vit au cégep, tu sais, toutes les découvertes qu'on vit. Tu sais, on commence peut-être à sortir dans les bars, on commence peut-être à avoir des relations de couple ou d'amitié qui sont un peu plus significatives. Tu sais, il y a comme... C'est une effervescence, là, mais là, il faut comme tu fasses le tri là, en tant que prof là, de comme... OK, ou il faut que tu prennes ta place là, dans ton cours, il faut que tu captes l'attention. C'est tout qu'un défi. Fait qu'il faut que tu te vendes là aussi. Oui. oui, tout à fait. Mais, somme toute, c'est vraiment un cours... les cours d'anthropologie, c'est souvent les cours qui sont appréciés là, vraiment par notre communauté étudiante. Ça les touche beaucoup... les questions de racisme systémique, ils se sentent vraiment quand même interpellés, tu sais, pour être des alliés contre le racisme. Donc, il y a vraiment des sujets quand même qui les touchent. Puis, c'est merveilleux aussi de voir leur esprit critique se développer vraiment à cet âge-là, leur personnalité aussi se développer. Et on a vraiment des fois des super beaux échanges. La liaison devait se faire ici. Donc, c'est vraiment un travail à être prof au cégep hyper enrichissant parce que ça bouge, ça grouille, puis ça va vite. Une session, tu sais, c'est 15 semaines, t'as fini, là, puis t'es comme, OK, ça vient de passer comme un éclair. Parfois, c'est très, très long. Quand t'es dans la correction, t'es genre, je vais jamais finir, mais c'est ça,
pour l'instant, en tout cas, j'adore mon travail. Sa vitesse me plaît. C'est pas non plus un 9 à 5. L'horaire est quand même variable. T'sais, on peut avoir des cours jusqu'à 6 heures, de 3 à 6. C'est pas super, par exemple, avoir un cours, par exemple, le vendredi de 3 à 6 heures. Les étudiants ne tiennent pas sur leur chaise. Non, ça m'est arrivé la session dernière, mais j'ai quand même réussi à rendre la chose dynamique. Wow. Tu sais, ceux-là qui restaient, ils étaient motivés. Uh-huh. Mais c'est cool aussi parce que, bon, dans le cas d'être prof au cégep, c'est particulier, mais d'être prof en anthropologie au cégep, souvent, c'est le premier contact que ces gens-là ont, même avec le mot anthropologie, à part s'ils ont un proche dans le domaine. Là. Ouais. Puis j'imagine que, bon, moi, dans mon cas, ça a été justement mon premier contact, puis ça qui a fait comme, peut-être que ce que tous mes conseillères en orientation m'ont dit, c'était pas fou, finalement, puis peut-être que c'est une alternative, une possibilité de choix de carrière, tu sais. Mm-hmm. C'est tellement vrai parce que c'est là aussi, je pense qu'il y en a qui tombent en amour avec la discipline, là, puis qui décident, par exemple, de poursuivre à l'université. Des fois, on a des parcours un peu différents, puis on va tomber, je pourrais dire comme ça, en anthropologie ou tomber en amour avec la discipline. Puis c'est le fun de voir justement des étudiants qui prennent, par exemple, les 3 cours possible de faire dans leur parcours en sciences humaines, en anthropologie, parce que là, après, au 3e cours, on est dans l'approfondissement. Là, on triple, là, on s'en va vers des projets, comme là, je fais des zines avec justement mes groupes d'approfondissement, avec mes étudiants, donc on touche à ce médium-là. Ils apprécient quand même vraiment là, d'approfondir. Moi, j'ai eu 3 cours d'anthropologie au cégep. Puis c'est ce qui m'a menée au final à l'université. Là. Après avoir un peu exploré d'autres choses, je me suis dit finalement, peut-être que je pourrais aller en anthropologie. J'aimais vraiment ça au cégep. Mes 3 cours étaient super tripants. Donc, c'est un beau premier contact. Puis en même temps, bien, ils ont des cours de sociologie, de psychologie, de sciences politiques. Donc, c'est une belle exploration là, des sciences sociales. Oui, puis plus la session avance, plus on voit qu'il y a des liens qui se font entre les différentes disciplines. J'ai vu ce concept-là en sociologie. Tu sais, par exemple, le concept d'intersectionnalité. On commence à toucher à ces concepts-là sans rentrer trop en profondeur là, non plus, parce que c'est quand même encore au niveau collégial, mais tu sais, juste leur dire, il y a plein de possibilités après qui vous attendent à l'université pour aller plus en profondeur là, dans différents sujets puis dans différents thèmes. Ben oui, puis je me permets parce que tu as mentionné intersectionnalité, puis il y a peut-être des personnes qui sont... Parce que moi mettons, au cégep, il n'y avait pas d'anthropologie. Fait que la première fois que j'ai entendu le terme intersectionnalité, j'étais à l'université. Et même à l'université, on fait « Ah, de quoi parle-t-on? » Oui, c'est ça, exact. Donc, brièvement, là, l'intersectionnalité, c'est l'idée que certaines personnes se retrouvent à l'intersection de plusieurs régimes d'oppression, disons, ou de pouvoir. Donc, on peut, par exemple, tu sais, si je suis femme, je suis défavorisée, disons, ou en tout cas, je vis des choses que mon contrepartie masculin ne vivra pas. Mais là, s'il y a une femme qui est racisée, par exemple, ben là, elle est doublement défavorisée dans certains contextes. Donc, intersectionnalité, on est à l'intersection là, de plusieurs régimes qui viennent nous discriminer ou nous favoriser selon les situations. Petite définition rapide. Très bien résumé. Merci pour l'éclaircissement. Sur le fly. Oui, puis c'est un terme quand même assez complexe, mais tu sais, on l'aborde quand même rapidement. Là. En tout cas, moi, j'ai décidé de l'aborder quand même rapidement dans mes cours, mais je pense que ça vient quand même les rejoindre, là, d'en apprendre un petit peu plus là, sur justement ces différentes formes de discrimination ou d'oppression. Là. Oui, puis on le dit souvent, là, ben, tu l'as mentionné aussi, l'anthropologie, c'est une lunette pour mieux comprendre certaines choses, mais il faut aussi se remettre en question nous-mêmes. Fait que je trouve que l'intersectionnalité, c'est comme le premier pas de « Ah, OK, tu sais, moi, par rapport à d'autres personnes, je suis privilégiée, puis par rapport à d'autres personnes, moins, tu sais. Fait que je trouve que c'est comme une bonne amorce, là, tu sais, il y a une vidéo sur YouTube qui
qui montre justement un groupe d'étudiants, je sais pas trop, ils ont quel âge, là, puis ils commencent tous sur la même ligne, puis le prof, il dit, mettons, OK, si vos parents sont dans la classe moyenne, faites un pas, tu sais. Puis là, finalement, après, il est comme, regardez, tu sais, toutes les différences de privilèges, tu sais. Puis, c'est ça, parce que c'est comme, il modifie les départs pour la course. Oui, c'est ça, exact. Des différents élèves, là, en fonction de leur situation sociale, financière, etc. Là. C'est ça, je pense que c'est comme un bon moyen là, de tout de suite comprendre sa position par rapport aux autres, puis d'amorcer la réflexion sur qu'est-ce que moi je peux faire, en fait. Vraiment, puis de prendre conscience de certains de nos biais aussi, stéréotypes, préjugés. Ouais. C'est beaucoup les apprentissages qu'on fait là, en anthropologie au cégep. On fait aussi beaucoup de comparaisons culturelles avec sa propre culture, avec la culture québécoise, ou bon, si des étudiants issus de l'immigration, ben on va faire cette comparaison-là qui est quand même, je dirais pas nécessairement facile à faire, mais qui leur permet après de se rendre compte de la grande diversité culturelle qu'il y a sur la planète, puis que sa propre culture, c'est pas la norme qui devrait être vécue partout. Donc, ça leur donne un pas de recul, finalement, sur leur situation puis la situation des autres. Exactement. Puis, c'est ce qui est beau de voir aussi l'évolution, par exemple, au début de la session versus à la fin, de voir cet esprit critique-là qui se développe là, dans nos classes. C'est tellement important en plus. Oui. Là, tu nous as parlé que tu faisais des zines avec tes élèves. Donc, tu as inclus un peu d'anthropologie visuelle dans ton enseignement? Tout à fait. C'est cohérent avec le fait que tu fasses de la photo aussi, Oui, c'est ça. Je commence, là. C'est sûr que, c'est en construction, puis j'aimerais ça encore aller plus loin. Mais le zine, aussi comme façon de vulgariser un thème, un sujet, puis d'apporter une façon quand même un peu plus dynamique de présenter l'information qu'un fameux travail classique broché de 15 pages. Là. Donc, on va explorer là, soit avec des photos de l'art, du visuel, d'artistes, par exemple, autochtones. Donc, j'ai des étudiants et des étudiantes qui ont intégré de l'art autochtone, par exemple, dans leur zine qui portait sur le féminisme autochtone. Donc, c'est vraiment là, des sujets qui viennent d'eux, qui émanent d'eux. Puis, il y a certaines personnes qui ont fait de la photo aussi. Il y a d'autres personnes qui ont même utilisé l'intelligence artificielle à partir de leur propre dessin pour construire un visuel à leur zine. Donc ça, je trouvais ça super intéressant parce que c'est aussi quelque chose qui... avec lesquels on est confronté là, au collégial, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Fait que c'est un peu... OK, oui, on l'utilise dans l'image, mais on ne l'utilisera pas dans l'écriture du texte. Non, c'est ça. Il faut faire la part des choses entre ça peut être un outil, mais ça peut aussi être moins approprié dans d'autres circonstances. Il ne faut pas que ça devienne un outil de paresse, mettons. T'sais. Exact. Mais je pense que c'est important de l'apprendre justement au collégial. Puis, parce qu'après, si... il y a poursuite vers l'université, il faut quand même comprendre aussi toutes les conséquences là, reliées à l'intégrité intellectuelle, au plagiat, etc. Là, ces questions éthiques par rapport à l'intelligence artificielle. Moi, je faire une petite note là, pour nos auditeuristes. Si vous voulez en connaître davantage sur le zine en anthropologie et ses possibilités, ou si simplement vous demandez qu'est-ce que c'est ça, que ce bébite-là qui s'appelle le zine, n'hésitez pas, c'est pas encore fait, à aller écouter là, notre 3e épisode avec Zoé Fortier. Là, Flore, là, moi, j'ai une grosse question. Parce que j'ai suivi un cours d'anthropologie au cégep, mais j'ai pas été prof au cégep. On enseigne, on corrige, on prépare les cours. Est-ce qu'il y a d'autres tâches, d'autres possibilités qu'offre le poste prof d'anthropologie au cégep? Mais oui, c'est ce qui est merveilleux du collégial puis qui est souvent méconnu. La recherche au collégial, c'est une possibilité vraiment super
intéressantes pour les professeurs. Il y a même possibilité là, d'aller obtenir des libérations. Donc, par exemple, c'est ça, on peut être payé pour faire de la recherche. Donc, ça nous libère, par exemple, un cours, la préparation d'un cours pour faire différents projets de recherche. Je suis notamment en train d'en faire un. Je suis au Cégep Garneau, puis on est en train, avec 2 autres collègues, de faire un projet sur l'utilisation de contenu original potentiellement sensibles dans les cours. Donc, que ce soit, par exemple, des films qui sont présentés en classe, que ce soit des articles qui sont présentés aux personnes étudiantes, qui, dans ces contenus-là, il y aurait des sujets potentiellement sensibles. Bien, comment le professeur gère cette sensibilité-là en classe. OK. Fait que tout ce qui est, mettons, les trigger warnings. Puis, exactement. Je me souviens plus le terme français pour ça. Les traumavertissements. Ah, oui. J'aime ça. Il y a des études, par exemple, qui ont mentionné que le traumavertissement n'est pas nécessairement bénéfique pour l'auditoire, par exemple, qui va peut-être juste focusser là-dessus et non sur l'œuvre en soi ou le contexte de réalisation ou l'information même qu'il y a dans un documentaire, par exemple. Donc, on est en train vraiment d'explorer ça avec différents départements de professeurs au cégep. On est allé faire des groupes de discussion pour voir un peu comment les professeurs présentaient du contenu. Pourquoi on le présente? C'est toujours de revenir un peu au côté pédagogique. Hein? Quelle est mon intention? Qu'est-ce qui va découler après du visionnement d'un documentaire? Qu'est-ce que je veux apporter comme concept, peut-être comme savoir, comme discussion? Ben oui. Ben, c'est full intéressant. Puis, tu sais, là, tu as mentionné des études qui prouvent que finalement, le traumavertissement n'est pas nécessairement bénéfique, mais à l'inverse, moi, j'ai déjà vu une situation où il y a eu traumavertissement en début de conférence, puis que ça a quand même créé une tollée, là, genre qu'il y a des personnes dans l'auditoire qui se sont mis à envoyer des courriels à la conférencière disant que ça n'avait pas de bon sens et tout ça, tu sais. Puis là, ça a comme dérapé complètement, alors qu'il y avait eu traumavertissement, tu sais. Fait que ça aussi, c'est un autre... Mais même si on fait un traumavertissement, ben il y a peut-être des gens qui vont quand même qui vont quand même recevoir l'information ou les images, puis ça va quand même, ça efface pas ce que ça peut éveiller comme traumatisme ou émotion, tu sais. Fait qu'il y a aussi OK, même si on fait un traumavertissement, après, on fait quoi, tu sais? On se dédouane dessus? Exactement. Ben non, puis c'est un peu d'apprendre comment on vit avec ces émotions-là aussi, puis de quoi on veut parler après dans, par exemple, cette discussion-là de retour, vers où on voudrait un peu mener la conversation, tu sais, ou la réflexion. C'est vrai qu'en mettant un traumavertissement, comme tu disais, ben ça peut mettre toute l'emphase sur l'élément qui est plus marquant, plus traumatisant pour certaines personnes. Alors que si ta discussion, ta conversation, ta réflexion, après, tu veux l'amener ailleurs. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant comme réflexion. Puis en plus, pour des étudiantes au cégep, là, c'est vraiment le passage de la vie d'adolescent à la vie d'adulte. Ça peut les marquer de manière différente aussi. Fait que c'est tellement important qu'il y ait une recherche spécifique pour cette communauté-là au collégial. Il y a déjà des recherches qui ont été faites là, sur comment aborder les sujets sensibles en classe. Nous, on voulait vraiment que ça soit... un outil, par exemple, qui soit développé pour les professeurs du Cégep Garneau. Fait qu'on est dans l'appliqué, là. Oui, on est dans l'appliqué. Donc, peut-être une espèce d'aide à la décision. Quel type de contenu je présente? Après, pourquoi? Dans quel contexte? Après, je veux en parler, je veux en discuter en tant que professeur. Donc, on est en train d'explorer ça, là. On n'a pas encore fini notre projet, mais c'est le genre d'initiative qui peut être réalisée au collégial. Donc, ça, c'est un peu de développement institutionnel, là, donc vraiment là, ciblé dans notre communauté. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Là, donc, il y a plein de projets de recherche qui peuvent être réalisés. J'ai une collègue qui a fait une recherche auprès là, des besoins des étudiants et des étudiantes autochtones au cégep. On a un local pour étudiants et étudiantes autochtones, un local Mamou, local de sécurisation culturelle là, qui a été
formés à la suite de ces études-là qui ont été réalisées. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas ça dans mon temps, lors de mon passage à Garneau. Non, c'est ça. Ben là, c'est des initiatives, là, c'est ça, de quelques années, là. Puis, il y a ce genre de projets-là qui peuvent être implantés. Ben oui. Je suis également sur un comité, le comité organisateur du colloque de sciences humaines. Donc, c'est un colloque qui a lieu 2 fois par année au cégep. Puis, on est des professeurs qui, c'est ça, font un peu de l'événementiel, qui montrent les différentes étapes là, pour arriver à ce projet-là. Donc, pour les étudiants et les étudiantes du cégep Garneau, on a plus de 40 invités là, de conférenciers, conférencières, des 12 disciplines qui sont données dans le programme de sciences humaines. Donc, ça passe de l'administration à l'anthropologie, à la socio. Donc, on va vraiment venir faire vivre cet événement-là d'un colloque à notre communauté étudiante, un peu comme ce qui les attend sur le marché du travail là, ou dans leur milieu professionnel. Donc, ils présentent ou vous invitez Ils vont assister, les étudiants vont assister à ces activités-là. Puis, des fois, c'est des professionnels de recherche, des professionnels du milieu, des artistes aussi là, qui ont fait, par exemple, un documentaire, des cinéastes. Donc, il y a vraiment plein de monde qui vont venir contribuer à cet événement-là. Donc, en tant que prof, tu peux, contribuer à ce genre de projet-là en t'impliquant. Il y a différents comités, comité des alliés notamment aussi au Cégep Garneau. Donc, les professeurs sont invités là, à siéger, discuter dans plusieurs comités puis plusieurs projets vraiment dynamiques, stimulants. Ben oui, c'est ça. Le cégep, là, c'est cher à mon cœur. Oh, c'est tellement un endroit effervescent, puis plein d'initiatives, puis de découvertes, puis c'est vraiment, vraiment cool. C'est des années marquantes dans une vie quand même. C'est des années marquantes, puis tu sais, moi, je me souviens encore de mes profs au cégep. Tu sais, c'est comme... C'est ça, il y a de quoi de nouveau, puis c'est un éveil, là, vraiment, si je pense que c'est le meilleur terme là, que je peux trouver à ce moment-là. Et là, donc... je vois le temps passer. Oui. Je vois souvent le temps passer, n'est-ce pas? Oui, c'est toi la gardienne du temps. La gardienne du temps. Pas bonne. Je pense que c'est le moment du... Culture Pop! Yeah! Yeah! Ouais, on a nos mains de jazz pour les auditeuristes qui nous voient pas. Notre petite mise en scène, c'est full important. Donc, Flore, Culture Pop, tu nous présentes aujourd'hui une œuvre, une série. Oui. Est-ce que le plancher est à toi. Écoute, on te laisse... Ben oui, je voulais vous parler de la série Reservation Dogs, donc qui est notamment disponible sur Crave. Puis, j'ai commencé à l'écouter il n'y a pas si longtemps. C'est une collègue qui m'avait référé cette série-là. Puis, j'ai vraiment tombé en amour, en fait, avec le ton de la série. On suit, dans le fond, 4 jeunes adolescents autochtones qui vivent dans une communauté là, dans l'est de l'Oklahoma, aux États-Unis. C'est un peu la vie de ces 4 jeunes-là. Il y a vraiment parfois un ton très humoristique à cette série-là. Des fois, on va dans des sujets un peu plus sombres par rapport aussi aux réalités là, vécues par les premiers peuples qui ressemblent aussi à plusieurs réalités qui sont vécues là, par nos communautés ici au Canada ou au Québec. Et je trouve ça vraiment intéressant, cette série-là, parce que, notamment, c'est réalisé par 2 réalisateurs autochtones. Donc, c'est un peu une première là, dans le monde des grandes séries quand même. Là. C'est quand même là, une série de 3 saisons avec plusieurs épisodes. Ce que je trouvais vraiment intéressant dans cette œuvre-là, c'est justement qu'on brise un peu certains stéréotypes puis même certains préjugés qu'on pourrait avoir sur la vie en communauté, sur la vie sur les réserves là, autochtones, puis qu'on peut quand même avoir du plaisir, qu'on peut avoir des amis, qu'on peut avoir c'est ça, du fun, qu'on n'est pas juste
Puis, pardonnez-moi, c'est ça, ce stéréotype-là, mais qu'on n'est pas juste dans la violence ou dans la misère. Puis c'est le fun aussi de voir le rapport entre ces adolescents-là puis les aînés de leur communauté, donc leurs grands-parents, qui leur transmettent parfois certains messages, certains savoirs. Il y a aussi tout le rapport au monde des esprits. À un moment donné, je veux pas voler le punch, là, mais il y a un des personnages qui entretient une relation avec un esprit de ses ancêtres. Donc, c'est intéressant de voir aussi tous ces petits clins d'œil culturels. Par exemple, on voit à un moment donné une des personnages par sa grand-mère. Donc, les rituels qui sont associés autour de la mort d'un défunt, comment on veille aussi une personne malade dans la maison, dans la maisonnée, comment on prend soin les uns des autres. Donc, je trouvais que c'est ça. Il y avait plein d'informations, de clins d'œil super intéressants dans cette série-là, qui est une série de fiction, qui est drôle. C'est ça, qui est bien, bien dynamique, là. C'est ça, puis ça se passe dans une communauté Muskogee en Oklahoma, comme tu disais, mais ça se passe dans le monde contemporain. Tout à fait. Ça décrit un peu les enjeux, les problèmes que la jeunesse autochtone aussi rencontre, mais il y a des problèmes qui sont spécifiques à eux, mais il y a des enjeux que c'est n'importe qui passe dans l'adolescence va rencontrer dans le monde contemporain. Donc ça a été très bien reçu là, par les communautés autochtones en général. C'est sûr, quelque chose qui est écrit, réalisé, joué aussi par des Autochtones. On n'a pas vu ça souvent, puis que ça a été bien fait, bien reçu. Là. Moi, je suis allée voir les commentaires, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des productions. Tu sais, le PBS disait, c'est vraiment Native TV featuring actual Native stories. Donc, le niveau de représentation là, est bien apprécié par les membres des communautés autochtones. Fait que ça permet autant aux personnes qui visionnent, qui soient d'origine autochtone ou non autochtone, de trouver, en fait, des intérêts là-dedans. Exact. Puis justement, le fait que ça présente des enjeux contemporains, je trouve que ça vient briser un petit peu l'idée que c'est comme des communautés qui sont hors du temps, puis qui sont juste comme traditionnelles. Exact. Je pense que ça vient les ancrer dans la réalité, dans le monde contemporain, dans le monde d'aujourd'hui, puis ça vient briser un peu cette espèce de muséification. Là. Des fois, on va comme figer leur culture dans les musées, par exemple. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis le fait qu'ils ont opté pour un ton humoristique tout en abordant quand même leur réalité. Comme une comédie. Oui, c'est ça, mais je trouve que ça vient aussi briser le cercle de victimisation de ces gens-là. C'est les pauvres, ils vivent dans... Parce que ça, c'est un penchant vers lequel on peut tomber même en anthropologie, surtout quand on débute notre parcours, là, c'est de tomber dans comme l'hyper... les pauvres, faut les aider. Non, ces gens-là sont résilients, ils ont un pouvoir d'agir, puis ils savent mieux que quiconque ce dont ils ont besoin, puis il faut les écouter, tu sais. Fait qu'avec de prendre ce côté plus humoristique-là, je pense que ça vient illustrer très bien, justement, cette capacité-là tu sais, c'est ça, là, c'est pas juste des victimes complètement... hopeless qu'il faut sauver. Oui, puis l'angle de la série, je trouve, le rend bien, comme tu l'expliquais tantôt, Laurence. C'est une série pour les Autochtones aussi, tu sais. Oui, puis ce que tu disais tout à l'heure, c'est tellement vrai, de quelque chose de nouveau aussi dans cette série, qui n'est pas juste « je me rends sur une communauté » où c'est comme le protagonisme blanc qui est au centre d'une série qui porte sur les Autochtones, encore une fois. Là. Donc, ça, je trouve que c'est ça. J'ai vraiment bien apprécié, beaucoup de rire. Puis ça s'écoute bien aussi. Là, c'est des petits épisodes de 30 minutes ou moins. Fait que ça se binge-watch très bien. Comme un charme. Comme un charme. Et c'est rafraîchissant. Exact. Comme série également. Oui, puis ils ont gagné plusieurs prix aussi, là, des prix là, de différents festivals autochtones. Donc, quand tu parlais de cette reconnaissance-là,
C'est ça. Donc, Ben pour vrai, oui. vive le contenu. Ben oui! C'est ça! Non, mais pour vrai, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, même pour des jeunes étudiants aussi, là, je réfléchissais à ce que je présente, justement un épisode, là. Je pense que ça peut rejoindre quand même un large public, là, que cette série. Ben oui, puis, tu sais, moi, j'ai pour un petit contrat, là, collaboré avec Rosalie, qui est au centre, au Cercle des Premiers Peuples. Elle est dans l'Association des étudiants et étudiantes autochtones aussi. Puis on a eu, dans le cadre de nos collaborations, une discussion sur le fait... Bon, elle, c'est une jeune Innu, puis le fait que l'anthropologie, pour elle, c'est un moyen de pas nécessairement se réapproprier sa culture, mais de se réapproprier sa parole, en fait, de dire, ben l'anthropologie me permet de prendre place, de prendre parole par rapport à ma propre culture, puis à notre propre réalité, puis à nos propres enjeux. Fait que c'est super intéressant, là, des initiatives comme le cinéma ou la photographie, tu sais, qui est fait par des gens issus des Premières Nations, puis qui va porter un message que seuls eux peuvent véritablement porter, en fait, parce que c'est les premières concernées, là. Fait que c'est super intéressant. Moi, c'est sûr que je vais aller l'écouter. C'est sur Crave, tu disais? Oui. Me semble Hulu aussi. Hulu. Je sais pas comment Hulu, le prononcer. Oui. OK. Merci. Mais c'est intéressant aussi parce que il y a quand même beaucoup de films alternatifs, peut-être, tandis que ça, c'est accessible pour tout le monde, là. C'est ça. C'est une belle série intéressante, grand public. Fait que c'est ça aussi qui est rare que Reservation Dogs permet. Atteint, exactement. Ouais. Puis, je voudrais peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire, Vicky, là, quand tu parlais que des disciplines comme l'anthropologie peuvent donner une voix aux réalités qui sont vécues par des jeunes des premiers peuples ou même des jeunes issus de l'immigration. Puis je le remarque beaucoup dans mes cours. C'est comme si ça venait mettre des mots, des concepts concrets sur une réalité qui était vécue. Et là, c'est cette reconnaissance-là de je suis pas tout seul à peut-être vivre différentes émotions. Je suis pas tout seul peut-être à vivre aussi cette discrimination-là, ces formes de discrimination-là aussi dans notre société. Puis ça les interpelle beaucoup. Là, souvent, c'est ça, sociologie, anthropologie, là, ces deux disciplines-là, on le remarque, puis on voit ces commentaires-là, on les entend. Oui, puis à comprendre des fois d'où ça vient, parce que des fois, ça peut... c'est ça, il y a tellement de choses qui sont normalisées là, dans les violences systémiques que on se pose plus trop la question de pourquoi ça existe puis d'où ça vient. C'est juste, c'est là, tu sais. Puis je pense que l'anthropologie, ça permet de comprendre d'où ça vient puis de comprendre justement que non, tu sais, on peut le questionner puis on peut agir, tu sais. Puis on peut prendre parole aussi. Fait que vraiment, l'anthropologie, c'est très, très utile. Donc, je répète pour nos auditeuristes, Reservation Dogs, qui est une série télévisée. Le premier épisode a été diffusé en 2021. Oui. Le dernier en 2023. 2023, c'est une série c'est 3 saisons créées par Sterling Arjo et Taika Waititi. Qui sont deux personnes autochtones. Je pense que Waititi vient de Nouvelle-Zélande, si je me trompe pas. Exact. Fait qu'une belle collaboration aussi. C'est ça. Donc, je vous invite à aller visionner cela sur Hulu ou sur Crave. Oui, puis moi, encore une fois, je te remercie, Flore, d'être passée nous voir. Ça m'a fait full plaisir. Ça faisait quand même longtemps qu'on s'était pas vus. Puis, moi, j'inviterais aussi les gens à aller écouter, parce que je crois que les émissions de Tout s'explique sont toujours disponibles sur les applications Balado. Oui, donc... prenez le tout aussi dans son contexte. Là. Ça fait quand même quelques années. Là, fait qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu moins d'actualité, mais tout s'explique. Donc, T-O-U-T, sexe, trait d'union, plique, P-L-I-Q-U-E. Oui, exactement. Puis c'est ça, tu sais. En tout cas, moi, je trouvais ça très, très divertissant. Puis justement, tu présentais parfois des trames musicales ou des chansons qui traitaient de sexualité. Fait que ça peut être super intéressant d'aller écouter ça puis de se familiariser avec un autre sujet qui peut être traité en anthropologie
la sexualité, le rapport au corps aussi, dans certains épisodes, c'était plus abordé. Donc, voilà. Puis, autrement, est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais mentionner? En ce moment, je suis beaucoup dans la photo argentique. Je viens tout juste de faire une chambre noire à la maison. Donc, en fin de semaine, j'ai imprimé mes premières photos. J'ai agrandi mes premières photos en chambre noire. Donc, je suis très fière de ça. Je voulais peut-être juste le mentionner. Peut-être, j'aimerais ça éventuellement faire une exposition, mais c'est des projets comme ça là, qui sont lancés en l'air. Là. Sinon, ben, si jamais vous passez au Cégep Garneau, ça va me faire plaisir de jaser de ce beau milieu-là qui est le collégial. Puis ça me fait toujours plaisir de partager mon travail. Oui, super. Donc, merci Flore, merci Laurence. Et finalement, comme on le mentionne à la fin de chaque épisode, surtout ne boudez pas votre plaisir. Intéressez-vous à l'anthropologie. Puis on se retrouve le prochain 1er du mois comme à l'habitude. Ciao, ciao.